Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Café Débat où nous avons le plaisir de recevoir la tête de liste de notre Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Bonjour Monsieur Hanotin, comment allez-vous? Bonjour Dan, Vous allez bien? ça va et vous? Bah écoutez, ça va très bien comme un samedi après-midi. Je vais vous expliquer tout de suite les règles du jeu. Donc cet entretien va durer environ 1 heure. Il y a des thématiques qui ont été choisies par les Dionysiens. Nous allons les aborder, bien évidemment. Nous allons aussi je choisirai aussi les questions des internautes les plus pertinentes. Et je laisse tout de suite Monsieur Hanotin se présenter. Merci, moi je suis Mathieu Hanotin, je suis candidat pour être maire de Saint-Denis. J'étais déjà candidat en 2014, où au deuxième tour j'avais échoué près du but, on peut le dire. 180 voix, c'est ça? 181 si on veut être précis, je crois. C'était pas loin. 49,5%, donc voilà, on voit déjà qu'il y avait eu un débat qui était assez animé en tout cas, et avec clairement une majorité sortante qui a été reconduite de justesse, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui je trouve n'a pas du tout pris, c'est un commentaire avant, je finis un autre commentaire après, la mesure justement du fait qu'il y a 49,5% des gens qui n'ont pas voté pour eux, et qui n'ont pas du tout été dans une dynamique soit de changement, soit même d'écoute de l'opposition pendant ces 6 ans. Alors moi, au-delà d'avoir été candidat la dernière fois en 2014, je suis aussi l'ancien député de Saint-Denis de 2012 à 2017, et je suis actuellement conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. J'ai été vice-président en charge de l'éducation de 2008 à 2015, et depuis 2015, je m'occupe du sport pour le département, et notamment de l'organisation des grands événements, en particulier des Jeux Olympiques, qui sont une des priorités évidemment pour notre département et pour notre ville. On en parlera probablement dans les questions et dans le débat. C'est prévu. Donc, Sinon, pour le présenter, je vous ai présenté Allez-y. mes fonctions, mais j'ai 41 ans, je suis père de 3 enfants, j'habite à Saint-Denis dans Saint-Denis même depuis 2008, et j'ai été avant pendant 3-4 ans à l'île Saint-Denis, où j'ai acheté mon premier appartement à l'île Saint-Denis entre 2004 et 2005 à peu près, le temps de faire les travaux. on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la question d'actualité. Donc, comme vous le savez, en ce moment en France, le climat est un peu tendu entre la réforme des retraites, le gouvernement qui veut faire passer 149.3. Et du coup, on a voulu faire un peu un parallèle avec Saint-Denis, Qui l'a fait passer. qui l'a fait passer d'ailleurs. Mm. On voulait faire un petit rapprochement avec ce qui se passe un peu, ce qui s'est passé à Saint-Denis pendant la dernière mandature. Changement de maire en pleine mandature, sans l'avis des Dionysiens. Projet en rue des francs-maçons, stationnement payant. Donc du coup, on aimerait avoir votre avis sur ce que beaucoup de Dionysiens considèrent comme un 49.3 local. Alors, vu que vous parlez du 49.3, je ne peux pas ne pas dire un mot quand même sur la réforme des retraites. On est dans une élection municipale, c'est clairement pas le sujet, mais néanmoins, on ne vit pas en dehors de la réalité. Moi, dès le début, je me suis opposé à cette réforme, qui était quand même une réforme extrêmement... C'est ça le truc qui les a forcés à faire le 49.3. Donc, oui aussi, le scrutin qui arrive, il doit aussi servir à ça. C'est clairement pas la raison première d'aller voter. On est dans une élection municipale, on est là pour choisir un maire. Mais il doit aussi, pour moi, donner une indication, parce qu'il arrivera juste après le 49.3, juste après le débat parlementaire, sur ce que les Français ils ont pensé de ce débat et de la manière dont il a été conduit, de la manière dont il a été imposé. Alors, sur l'analogie que vous faites avec une forme de 49.3 local, bon, c'est pas que je veux pas vous donner raison ou tort. Moi, C'est l'ensemble des non, mais habitants c'est-à-dire que qu'on je me méfie des analogies. Par contre, là où je vous rejoins complètement, c'était que changer de maire en cours de mandat, alors que ça avait été annoncé clairement, y compris dans le programme de Didier Paillard à l'époque, honnêtement, c'est une situation scandaleuse. C'est pas comme s'il avait dit je sais pas, peut-être, etc. Il avait dit je ferai le mandat en entier. jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça vous a pas échappé que j'ai perdu 281 voix contre Didier Paillard. Oui. Je pense que si c'était Laurent Russier qui s'était présenté, je suis pas sûr que le résultat eût été le même en 2014. Mais oui, aussi. mais donc du coup c'est aussi ça à un moment donné, le respect du suffrage, le respect des électeurs. Et c'est ça qui paye aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'est pas reconnu finalement même comme étant le maire sortant. J'étais encore dans une réunion d'appartement hier ou avant-hier, hier soir, où les gens n'arrêtaient pas de me le dire, quand je parlais du maire sortant, ils me disaient non, il n'est pas maire, il n'est pas maire, il n'est pas maire. Bah oui, parce que de fait, il a ce problème de légitimité. Et ce problème de légitimité terrible, qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a provoqué une inertie encore plus grande
dans la majorité. Ça fait 3 ans que Saint-Denis est à l'arrêt. Depuis qu'il est maire, je vais vous dire, à part, vous l'avez si justement dit, à part le stationnement payant, est-ce que vous êtes en capacité, Dan, aujourd'hui, de me donner une réforme, un changement qui a été impulsé par Laurent Russier pour la ville, depuis qu'il est devenu maire? J'en ai pas aucun. Non. Et la seule chose qu'il a fait, c'est il a été dans un petit fauteuil d'adjoint au maire et il s'est glissé dans le grand fauteuil du maire de Dié-Paillard, mais c'est la même chose. Et la même chose avec juste moins de pouvoir, moins de poids politique et plus aucune capacité de fait à porter les réformes, les débats, etc., etc. Et on l'a vu dans cette fin de mandat où l'inertie, de par la division de la majorité et de par l'absence d'autorité du maire, elle a été encore plus grande et plus flagrante que jamais, même que pendant les 2 premières années de Didier Paillard. À la fin, quand même, Laurent Russier, c'est là où on a doublement trompé les électeurs, il aura été celui qui a été le maire le plus longtemps dans ce mandat. C'est-à-dire que quand il y a un changement de cette nature-là qui se fait, à la limite, s'il se fait en fin de mandature, c'est une chose. Mais là, ça s'est fait avant la mi-mandat. Donc là, il devra clairement assumer l'ensemble des échecs de cette majorité. D'ailleurs, qu'avez-vous à nous dire suite à la plainte pour diffamation déposée par le maire sortant Laurent Russier au sujet des scandales de drogue et de cache d'armes dans les locaux municipaux? Je vous remercie de m'interroger là-dessus parce que honnêtement, vous savez, dans une campagne, il y a des choses auxquelles vous attendez, puis il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Voilà. Ça, clairement, c'est plutôt dans la deuxième catégorie, si je puis me permettre. Hein, parce que, comment dire, je vais vous le dire, dans une démocratie normale, en fait, le tenant du pouvoir en place, il ne porte pas plainte, il ne fait pas porter plainte par la ville, par la collectivité qu'il dirige contre son principal adversaire, à 12 jours des élections, à 12 jours du premier tour. Honnêtement, je veux dire, dans une démocratie normale, ça n'existe pas. Si on n'est pas d'accord, à la fin, on demande aux électeurs de trancher. On ne demande pas, on ne fait pas un pseudo-appel à la justice. C'est là où M. Russier, si M. Russier s'est senti diffamé personnellement par un certain nombre de mes propos, mais il pouvait tout à fait porter plainte lui-même. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'emmener vous avez porté plainte contre moi, Dan? Vous ne le saviez pas, peut-être. Mais avec ce que fait M. Russier, vous portez plainte contre moi. Est-ce que M. Russier il a demandé l'avis à tous les Dionysiens avant de porter plainte, y compris d'utiliser leur argent pour porter plainte? Qui va payer les frais d'avocat? Moi, je vais payer mes frais d'avocat quand j'irai me défendre. Je les paierai personnellement. Lui, ça m'étonnerait bien. L'attaché de presse qui a fait le tour de toutes les rédactions pour essayer de le vendre, qui est-ce qui l'a payé, l'attaché de presse? C'est M. Russier? Elle a été sur son temps de vacances? Peut-être pour faire ça? Je ne crois pas. Le site internet de la ville, dans lequel il crée une rupture d'égalité, et je vous le dis aujourd'hui d'ailleurs, lundi matin, j'écrirai pour demander un droit de réponse. Parce que sur le site de la ville, il y a une expression du maire en place, en rupture complète d'égalité, voilà, qui a été envoyée à on ne sait pas qui, à un fichier indéterminé, avec une audience, et tout ça, où je suis attaqué. Je suis attaqué comme celui, entre guillemets, qui aurait sali la ville parce que j'ai rappelé, tout simplement, vous savez quoi, des faits. En fait, le maire, M. Russier, il porte plainte contre moi pour avoir tout simplement dit la vérité. Alors la vérité, des fois, elle fâche. La vérité, des fois, elle pique. Mais la vérité, elle s'impose à nous tous. Est-ce qu'on a, oui ou non, M. Russier, retrouvé 500 kilos de cannabis dans les locaux du centre technique municipal? Est-ce que, et là vous me diriez, ça peut arriver à tout le monde. D'abord, je ne le crois pas, honnêtement. Mais mettons, je veux m'adresser directement à vous, M. Russier. Est-ce que oui ou non, 2 ans avant d'avoir retrouvé ces 500 kilos, on n'avait pas retrouvé 2 kilos de cocaïne dans le même centre technique municipal avec les mêmes personnes? Les mêmes personnes, en l'occurrence, c'est pas un secret, il a été condamné, M. Ferrari, qui était responsable adjoint du service des fêtes à l'époque, qui était déjà impliqué. Donc, vous savez ce qu'on dit souvent? On dit, on a tous le droit à l'erreur, on peut être surpris, voilà. Mais quand on s'est fait prendre une fois en erreur et qu'on ne réagit pas, là, on devient coupable. Et là, pour le coup, j'assume parfaitement mes propos sur le fait que oui, cette équipe, elle a été dans le laisser-faire absolu. Parce que quand on trouve 2 kilos de cocaïne, même s'il y a un vice de procédure et que la personne n'est pas condamnée, ce qui a été le cas, il faut dire les choses justes, la personne, sur la première affaire de cocaïne, n'a pas été condamnée. Par contre, est-ce qu'on a changé la moindre procédure? Est-ce qu'on a mis, par exemple, vous savez, peut-être que vos auditeurs ne le savent pas, mais jusqu'alors, au centre technique municipal, par exemple, il y avait des gardiens la journée, mais il n'y avait pas de gardien le soir. C'est quand même un peu bizarre. Il y avait des caméras, mais qui ne marchaient pas. Pour rentrer dans le centre technique municipal, il fallait un code.
Il n'y avait pas de clé. Un code qui circulait de manière assez large, on peut le dire, à gauche et à droite. Donc quand on ne prend pas le taureau par les cornes, quand on est dans le laisser-faire, moi j'ai jamais dit que ça avait été que M. Russie avait organisé le trafic ou je ne sais qui, ça n'aurait pas de sens évidemment. Mais quand on est dans le laisser-faire, on laisse les choses arriver. Voilà. Et ça, pour le coup, oui, je pense qu'un maire, il est responsable de cette laisser-faire, de cette non-action là, et effectivement, et je comprends que ça lui fasse, que ça pique entre guillemets, surtout quand, en parallèle de ça, on a retrouvé encore il y a le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus, des armes dans un espace jeunesse, une ou 2 seringues, un peu d'héroïne quand même, qu'on avait déjà retrouvé des armes dans un autre espace jeunesse au Cosmonaute, que dans le même mandat, il y a maintenant 1 an de ça, on a retrouvé de la drogue et on a eu des intrusions à l'école Victor Hugo. Excusez-moi, l'addition est un peu chargée et en tout cas, c'est quand même légitime pour l'opposition de s'interroger et d'essayer de proposer des solutions concrètes pour que cela ne se reproduise plus. En tout cas, moi je pense que si on ne peut pas demander à M. Russier, comme je ne me le demanderai pas, comme moi, ce serait compliqué, mais je ne lui demande pas ça. Moi je ne lui demande pas une obligation de résultat. Je lui demande ce qu'il nous dise, qu'est-ce qu'il a fait. L'obligation de moyens, elle est où? Voilà. Et c'est pour ça, parce que cette obligation de moyens n'a pas été respectée, M. Russier, que oui, je vous accuse d'avoir été dans le laisser-faire. On va parler d'une nouvelle thématique, c'est la propreté. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'incivilités, il y a des urinoirs sauvages, c'est assez sale dans la ville. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la ville actuellement? Et deuxièmement, que comptez-vous faire pour améliorer cette situation? Écoutez, la propreté dans la ville, je sais pas, j'ai envie de vous dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a un problème. Il n'y a que M. Russier qui pense que tout va bien. Il nous le répète à l'antienne, il l'a encore dit dans je ne sais plus quel journal, là, je crois que c'est dans Mediapart, où il dit non mais tout va bien à Saint-Denis. Voilà. De toute façon, son programme est assez simple, somme toute. Son programme, c'est tout va bien, on continue, mais surtout avec les mêmes, et qui restent bien assis à la place à laquelle ils sont. Voilà, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut appréhender les problèmes des Dionysiens, on veut les comprendre dans le détail, et on veut, sans avoir aucune baguette magique, mais se dire qu'avec de l'engagement, du quotidien, du sérieux, de la compétence, de la dynamisme, de l'énergie, on peut améliorer les choses, on peut les changer sans promettre monts et merveilles à chacun. Parce que la situation de la propreté à Saint-Denis, oui, elle n'est pas normale. Et oui, elle n'est pas tolérable. Moi, je ne veux pas pointer les agents de pleine commune en disant « ils n'ont pas bien travaillé ». La première des vérités qu'il faut dire, qu'il faut répéter, qu'il faut ressasser, c'est que si les rues sont sales, si à un moment donné Saint-Denis est sale, c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui salissent. En premier lieu. La saleté, elle n'est pas auto-spontanée, elle n'apparaît pas toute seule. Voilà. Donc comment est-ce qu'on... Il faut toujours le répéter parce que ça veut dire aussi que derrière, il y a une dimension de responsabilité individuelle. Oui, moi, je veux pointer la responsabilité de chacun et de chacune. Et donc, je vous dis, on ne s'en sortira pas sans qu'à un moment donné, qu'on fasse preuve de fermeté et qu'on applique des sanctions. Quand il y a une règle, si la règle n'est pas respectée, il faut qu'il y ait une sanction. Sinon, honnêtement, ce n'est pas possible et ça ne marche pas. Voilà. Donc oui, on mettra une politique très volontariste pour sanctionner ceux qui ont des mauvais comportements. Vous l'avez évoqué, ceux qui font pipi dans la rue, en particulier, seront tout en haut de la liste. Parce que là, en plus, on connaît les spots, notamment il y en a en bas de chez moi, c'est assez simple, celui-là je pourrais l'indiquer assez facilement à tous ceux qui voudront bien entendre, c'est pas pour l'avoir déjà dit et répété à de maintes reprises, mais je comprends pas que sur ces endroits-là, par exemple, on mette pas une caméra. On nous dit on n'arrive pas à avoir de preuves, etc. Eh bien, très bien, on met une caméra et là, ça fait office de preuve à un moment donné. Ça participera d'ailleurs plus globalement, parce que c'est quand même souvent aussi dans des recoins, des politiques de sécurité. Mais je vais vous dire, si moi je vois tous les jours des gens qui urinent dans la rue, je ne vois pas pourquoi avec des policiers municipaux en nombre suffisant ne le verraient pas plus que moi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir la volonté de dire on va mettre des amendes. On peut même vous dire le tarif, ce sera 68 € pour ceux qui dégradent l'espace public une première fois, pour les citoyens normaux, évidemment, et pour les dégradations importantes, ça peut monter évidemment bien au-delà dans la nature des contraventions, notamment s'il y a réitération, cela va de soi. Mais ça, ce sera la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faudra à l'évidence aussi une réorganisation des services, parce qu'aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux.
Vous savez, moi je plaide avec d'autres maires de pleine commune pour qu'on ait une forme, même si c'est, je ne veux pas qu'on annule les transferts, mais une forme de remunicipalisation pas forcément du ramassage, mais du nettoyage, du service propreté. Voilà. Parce qu'il faut que la décision politique soit proche de l'action. Il faut que le maire puisse appeler ses équipes, il faut qu'il aille avec eux, qu'il contrôle les plannings, qu'il puisse rentrer dans le détail de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, la vraie politique, c'est pas que des grands principes, des yakas et des faucons. C'est de rentrer dans le détail et d'aller identifier les problèmes. Et des fois, il y a une solution qui marchait 2 ans avant, qui ne marche plus. Il faut comprendre pourquoi et trouver des solutions dans le détail. Et ça va des grands trucs aux petits trucs. Évidemment que quand on fait, par exemple, des équipes de ramassage dédiées, notamment pour répondre à Allo Aglo, il faudra qu'il y ait des équipes de nettoyage en même temps. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ramasser, que ça soit finalement, on a l'impression qu'on ait dispersé la saleté après. Moi, ce que je veux, je vous le dis, c'est prendre un engagement là-dessus, sur cette réforme qu'on mènera bien avec les autres maires de pleine commune, qui, je vous le dis, je pense, sont plutôt d'accord avec moi aujourd'hui sur le sujet. Mais c'est qu'on arrive à monter un service très réactif, avec des équipes mobiles dédiées, qui interviennent sur demande. C'est-à-dire que quand on constate un dépôt sauvage, mon vrai objectif, c'est que ça soit fait dans la journée. Mais on va dans un premier temps prendre un objectif raisonnable que sous 48 heures, ça soit enlevé. Quand vous appelez le Allo Aglo, peut-être qu'on le renommera parce qu'aujourd'hui, il a quand même assez mauvaise réputation. Mais le nouveau Allo Aglo, il y aura un engagement de 48 heures. Et non seulement il y a un engagement, mais les citoyens pourront le contrôler. Parce que moi, je crois beaucoup au contrôle citoyen. Et j'en parle ici particulièrement devant vous, qui êtes régulièrement connectés sur les groupes de la ville. Demain, je veux que que finalement Allo Aglo, ça ne soit plus jeter une bouteille à la mer. Je veux que quand vous signalez un dépôt sauvage en bas de chez vous, eh bien ça s'affiche quelque part. Comme ça que ce soit au vu et au su de tout le monde, y compris du maire, qui le matin en arrivant à son bureau pourra faire le tour des points rouges, si vous me permettez, et s'il y en a trop, d'appeler, de demander des exigences. Et ça permettra aussi de montrer que l'administration travaille, et travaille bien. Parce que du coup, on affichera aussi le résultat. On affichera, voilà, le problème a été signalé tel jour, il a été enlevé à tel moment. Parce que des fois, les services travaillent, mais parce qu'il y en a d'autres qu'on ressaigne entre-temps, on ne s'en rend pas compte. Et donc, je veux aussi que les choses-là, elles soient claires. Parce qu'il ne faut pas... je pense qu'on a des problèmes d'organisation majeurs, mais je pense que la plupart des agents, ils veulent bien faire leur travail. Voilà, les agents de la propreté en particulier, et puis honnêtement, ils sont en première ligne des difficultés. Voilà, et parce qu'ils sont... Ils ont les moyens d'agir ? Pas toujours, et il faudra réfléchir à la fois sur les moyens d'agir, et puis sur est-ce qu'on n'a pas un peu trop, excusez-moi, de monde dans les bureaux et les camionnettes, et que ça serait bien de les remettre aussi un petit peu sur le terrain, comme on pourrait dire, parce que ceux qui sont sur le terrain, eux, ils triment. Voilà quoi. Et donc, oui, je pense que ça serait bien d'avoir... l'armée mexicaine, ça produit jamais des très bons résultats. Hein. Quand il y a trop de chefs par rapport aux gens sur le terrain, honnêtement, c'est jamais bon signe. On va passer à une nouvelle thématique, on va parler de la sécurité. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'agressions sur les berges du canal, il y a beaucoup de Dionysiens qui partent de Saint-Denis, concrètement, pour avoir une vie entre guillemets meilleure, selon leur dire, même si moi je ne pense pas cela. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la ville en termes de sécurité? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la situation, pour rassurer toutes ces personnes qui se posent des questions sur leur avenir dans cette ville? Alors, le problème précis que vous pointez était quand même à la fois vraiment terrible, parce que le nombre de personnes qui ont été agressées, mais extrêmement violentes et graves sur le canal, il est insupportable. Je veux le dire, et d'ailleurs je ne comprends pas que le maire ne l'ait pas dit à ce moment-là. Pour le coup, la police municipale a bien agi. Pour le coup, si la bande qui faisait ça a été arrêtée, c'est parce que c'est la police municipale qui s'est mise en disposition de le faire et qui les a arrêtés et qui, après, a fait venir la police nationale pour qu'ils soient, etc., etc. Voilà. Mais, si vous préférez, pour moi, c'est ce genre d'exemple qu'il faut reproduire demain. Et c'est là où j'ai une différence d'approche. Parce que pourquoi est-ce que M. Russier, finalement, ne s'en est pas félicité, ne l'a pas crié haut et fort que c'était sa police municipale qui avait arrêté, pour le coup, les voyous qui étaient sur le canal? Mais parce qu'il ne veut pas que sa police municipale le fasse. Alors là, elle l'a fait, bon, il n'a rien dit, etc. Mais s'il se met à le dire, ça veut dire qu'il accepte que sa police municipale fasse finalement des missions de sécurité.
Voilà. Ce que moi je souhaite, je vous le dis, je souhaite que, bien sûr, on ne soit pas les seuls à le faire, mais qu'on doit y participer. Je vous dis, je pense profondément que nos concitoyens qui voient la police municipale, mais qui ne la voient pas agir pour des missions de sécurité parce que ce n'est pas les consignes qu'on leur donne, c'est incompréhensible. La police, ça doit être là avant tout pour protéger. Alors il y a plein de manières de protéger, mais il faut pouvoir protéger les citoyens et les citoyennes. Donc ça, nous, clairement, on veut se mettre dans cette disposition-là. Il faut d'abord être lucide sur les problèmes de sécurité, exactement comme vous l'avez fait. Il faut les regarder précisément et il faut admettre qu'on a beaucoup plus de problèmes de sécurité, par exemple, qu'à Paris. Et c'est aussi pour... quoi, à votre avis? Ah bah écoutez, là on rentre aussi dans un travail qui pourrait être un travail de sociologue parfois, qui peut, j'ai mes idées, qui peut aussi, honnêtement, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses sur les explications. Je pense que c'est très intéressant, mais moi je veux être maire en fait, je veux pas être sociologue. Donc moi je veux plutôt essayer de trouver des solutions concrètes. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'il faut essayer de déconstruire les mécanismes, les comprendre, mais les comprendre tout seul, si on n'agit pas, c'est absolument insuffisant. Donc, aujourd'hui, moi je veux d'abord que l'on s'occupe des premiers problèmes des citoyens de Saint-Denis. Ce sont ce que moi j'appelle toutes les nuisances du quotidien. Et là, on est en plein dans le rôle quand même de la mairie. Quand est-ce qu'elles ont lieu ces nuisances? Le soir, la journée, voilà, toute la journée. Hein. Toute la journée, mais en particulier le soir. Et en particulier, je vais vous dire d'ailleurs, souvent, le week-end, le samedi soir, c'est normal. Bon, Saint-Denis, on a quelques palmarès. Par exemple, on a cette bizarrerie qui fait qu'on doit être une des seules villes de France où la police municipale travaille moins tard le week-end que le reste de la semaine. C'est que le week-end, elle s'arrête à 19h. 19h, entendons-nous, c'est quand même normal. À 19h, les agents arrêtent de travailler. Donc ça veut dire que au moins une demi-heure avant, si ce n'est 45 minutes, c'est normal. Et c'est pas un reproche que je leur fais, c'est normal. Il faut qu'ils rentrent, qu'ils rangent la voiture, le matériel, qu'ils fassent la paperasse parce qu'il y a aussi la paperasserie à faire. Enfin, il y a toutes ces choses-là à faire. Donc en fait, sur le terrain, de fait, à partir de 18h, c'est fini. Bon, eh ben, écoutez, ça, ce n'est pas tolérable. Voilà. Moi, je veux demain que la police municipale, elle fonctionne sur les horaires des transports en commun au minimum. Donc, d'ailleurs, en termes de police municipale, vous souhaitez combien d'agents? Écoutez, moi, je ne veux pas faire des chiffres totems, vous savez. Nous, ce qu'on a pris, le point de référence qu'on a pris, c'est la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Dans les villes de plus de 100 000, c'est ça? C'est 1 pour 1000. Donc 110, 120, voilà. Honnêtement, peut-être qu'on fera un peu plus. On n'a pas de religion pour dire c'est 120 et pas 121. On essaiera de faire ce qui est utile et nécessaire. Mais j'ai donné ce chiffre de 115, 120 pour que tout le monde ait en tête, en fait, que c'est ce qu'on devrait avoir si on était dans la moyenne des problèmes des villes de plus de 100 000 habitants. J'ai la faiblesse de croire qu'on est un peu au-delà des problèmes des villes de plus de 100 000 habitants. Mais donc, il faudrait au moins qu'on soit dans la moyenne. Et aujourd'hui, même en étant généreux, même en prenant les chiffres de M. Russier, qui sont faux, hein, évidemment, quand il annonce 62 membres de la police municipale. Parce qu'en vérité, ils ne sont pas tous là. Et puis en vérité, ils ne sont pas tous le statut de policier municipal. Parce qu'il y a notamment, il y a eu beaucoup de recrutements cette année, mais essentiellement sur des gardes de l'espace public, des GEP, voilà, qui font un très bon travail par ailleurs. C'est que s'il y a moins de vendeurs à la sauvette aujourd'hui de brochettes sur le parvis de la gare, c'est aussi grâce aux GEP et je veux les féliciter pour ça parce que honnêtement, ils ont bien bossé. Voilà. Et quand les gens bossent bien, il faut le dire, il faut le reconnaître et il faut les encourager dans ce sens-là. Mais force est de constater que leur statut ne leur permet pas d'avoir toute la palette d'action qu'a un policier municipal sous statut, notamment sur le fait de mettre les amendes, etc. etc. Donc oui, nous on portera les effectifs, on intégrera la brigade verte en lui donnant un statut complet de police municipale. Voilà, donc il y aura au sein de la police municipale une brigade verte. Aujourd'hui, la plupart des agents de la brigade verte, ils ne sont pas assermentés pour mettre des amendes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent mettre des amendes que quand il y a un policier municipal à côté d'eux, ce qui, notez bien, du coup, fait relativiser l'utilité du dispositif. Parce que pourquoi le policier municipal, dans ce cas-là, ne met pas lui-même l'amende voilà. On peut se poser la question.
Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est donc créer une police municipale donc les effectifs à peu près doublés, qui fonctionne aussi la nuit, voilà, aussi le soir, en tout cas, au moins jusqu'à 1h du matin en semaine et 2h du matin le week-end, pour pouvoir répondre en premier lieu à ces nuisances du quotidien. Et j'ai envie de dire aux internautes, finalement, de leur poser une question à travers vous, c'est quelle est la première des nuisances qu'on subit, notamment quand on habite en ville, une nuisance potentielle? C'est le tapage nocturne. Le tapage nocturne, celui qui pourrit la vie, qui empêche de dormir. Moi, je vous le dis, je l'ai subi dans mon immeuble. Je l'ai subi. Voilà. Et ben, je me suis retrouvé bien démuni comme tout le monde. Parce que aujourd'hui, si on a un tapage nocturne, la seule solution que vous avez, c'est d'appeler le 17 police secours. Le 17 police secours. Et là-dessus, évidemment, ils ont toujours un truc plus important à faire. Donc demain, si nous sommes élus, le temps que ça se mette en place, parce que ça ne se recrute pas non plus en 2 minutes 40, 50, 60 policiers municipaux en plus, vous aurez une police municipale que vous pourrez appeler la nuit. Par exemple, s'il y a un tapage nocturne chez vous à 23h, à minuit, la police municipale sera là et ça sera aussi sa mission de répondre à ce genre de choses. Et si la personne ne cesse pas le tapage, pour le coup, on ne sera pas dans une logique de médiation, de dire s'il vous plaît, essayez de faire un peu moins de bruit. Non, la police, elle aura la capacité à mettre des amendes et si on dérape beaucoup plus, dans un partenariat avec la police nationale, y compris à interpeller les gens. D'ailleurs, cette police municipale, elle sera armée ou pas armée? Alors, écoutez, moi je l'ai dit, c'est pas une surprise pour personne. Oui, moi je pense qu'il faut que la police municipale, elle soit armée. Alors, d'abord, ça ne veut pas dire tous les agents, forcément. Celui qui regardera les caméras, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, je souhaite qu'on regarde les caméras. Parce que installer des caméras, comme c'est le cas aujourd'hui, et refuser par principe idéologique, imposer à la police municipale de ne pas les regarder, on est quand même, excusez-moi, dans Kafka, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, je vous donne un exemple, et après je vous réponds sur la question des armes en détail, mais aujourd'hui, par exemple, rue de la République, la police municipale, avec les GEP, avec la police municipale, met en place un dispositif sur les ventes à la sauvette. Eh bien, elle a personne qui peut être derrière les caméras pour dire ils sont partis planquer le matos derrière telle poubelle, derrière tel endroit, alors qu'on le voit sur les caméras. Enfin, excusez-moi, c'est quand même complètement idiot aujourd'hui de ne pas se servir de ce dispositif-là pour pouvoir aider l'action des forces de l'ordre et l'action de la police municipale en particulier. Alors la police municipale, est-ce qu'elle doit être armée du coup? Donc je l'ai déjà dit, oui, pas toutes les équipes, évidemment, pas tout le temps, mais sur le principe, oui, moi je suis favorable. Il faut répondre à une question simple. Et il y en a une seule finalement. C'est est-ce que demain, la police municipale, surtout si on lui demande des missions de sécurité, le soir et la nuit en particulier, est-ce qu'elle peut se retrouver en face d'elle, face à des individus qui sont eux-mêmes armés? D'ailleurs, quelle brigade sera armée? Si on répond positivement à cette question, et malheureusement c'est le cas, quand on voit qu'il y a encore quelques semaines, il y a eu des tirs à Duclos, qu'on a eu quelqu'un qui est mort à Confluence il y a quoi? C'était il y a 6 mois, 6-8 mois, je ne sais plus exactement à peu près, j'ai plus les dates dramatiques en tête. Quand on retrouve des armes, je le disais tout à l'heure dans l'espace jeunesse, quand tout ça, quand il y a des médiateurs qui se font menacer eux-mêmes par des armes la nuit, comme ça a été le cas, et pas il y a Mathusalem récemment, eh bien oui, moi je veux une police municipale qui puisse demain avoir le niveau de riposte nécessaire à la fois pour qu'elle se protège elle-même et qu'elle soit en mesure, chers amis, de vous protéger. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ce qui serait absolument terrible, je vous le dis, réfléchissez 2 secondes. Si demain, on a une police municipale qui patrouille la nuit, qui se retrouve en face d'elle, qui tombe par hasard sur des individus armés qui s'amusent à tirer dans les cages d'escalier, comme on l'a déjà vu, ou à Duclos, par exemple, comme on l'avait vu. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle doit partir en courant, la police? Ou la police, non, elle est équipée, elle a bien sûr des gilets pare-balles, mais elle a aussi des armes pour pouvoir riposter si elle est menacée. L'encadrement des armes en France est, et c'est une très bonne chose, extrêmement réglementé. On n'est pas dans un pays comme les États-Unis où on peut sortir un policier son arme pour un oui ou pour un non. Dès qu'une arme est sortie, sans même qu'il y ait de cartouche de tirée, il faut qu'il y ait un rapport qui soit fait, etc. Alors quand je ne vous raconte pas quand il y a une cartouche qui est tirée, c'est encore plus important. Et c'est une très bonne chose parce que ça fait quoi? Ça fait qu'en France, dans notre pays,
il y a très peu de bavures policières qui se font avec arme à feu. Et c'est heureux. Enfin, je veux dire, voilà, je ne dis pas qu'il y a des bavures policières, on l'a malheureusement vu ces derniers instants, enfin ces derniers mois, et il faut le dénoncer. Et je l'ai fait d'ailleurs, comme les contrôles aux faciès illégaux, comme toutes ces choses-là qui sont anormales dans l'action de la police. Mais force est de constater que les dérapages, il n'y a pas besoin d'armes à feu pour qu'il y ait des dérapages. Voilà. Et on l'a vu, hein, voilà, et y compris les règles d'engagement, les autres dispositifs dits non létaux, type flashball et taser, sont beaucoup moins contraignantes. On a eu au mois de janvier, à Aulnay, un mort par taser. On a vu qu'il y a eu, alors, dans les manifs, mais on le voit aussi dans les cités, je ne veux pas vous faire référence au très beau film de Lajli, Les Misérables, mais que des gens qui sont blessés dans leur chair par les LBD, c'est une réalité quand même, quoi. Voire des gens qui peuvent des fois, à un moment donné, aussi mourir de l'action de ces dispositifs dits non létaux. Donc voilà, donc moi je préfère une police formée. On ne pourra pas de toute façon armer la police tout de suite parce que la loi impose quand même, et c'est une très bonne chose, que les personnels, pour qu'ils puissent porter une arme, ils doivent être formés, ils doivent être habilité et que l'habilitation elle est renouvelée tous les ans par un certain nombre d'entretiens de la formation, de cartouches qui doivent être tirées. Et donc évidemment, on le fera. On va passer à la nouvelle thématique, le logement. Comme vous le savez, à Saint-Denis, il y a plus de 20% de logements insalubres et dans le centre-ville, ça explose. C'est quasiment 40%, voire plus dans certains endroits. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer cette situation, pour baisser ce pourcentage très négatif? J'aime pas les métaphores médicales, honnêtement, vous savez, en politique, mais là, s'il y a bien un endroit où on peut en faire une en parlant de cancer pour la ville de Saint-Denis, c'est bien sur le logement indigne et le logement insalubre. Parce que le logement, il tue. Le logement, il tue dans notre pays. Et il tue à Saint-Denis. Il y a quelques années de cela, maintenant, j'étais député. J'ai reçu une famille pour aider à la reloger. Elle était dans une situation d'attente. Elle avait un DALO, je l'accompagnais pour qu'elle puisse être relogée. Alors, ça demande de traîner parce que, notamment à la ville de Saint-Denis, en fait, a fait le choix de ne pas reloger les DALO en pensant que c'était uniquement de la compétence du coup de la préfecture. C'est pas la seule à faire ce choix-là, mais c'est un choix que moi je conteste, en tout cas, parce qu'il nie la question des fois des urgences, des réalités qu'on peut constater. Et en l'occurrence, cette famille, une semaine après avoir été dans ma permanence, elle s'est retrouvée au dernier étage, un immeuble dans lequel il y a eu un incendie, juste à côté du théâtre Gérard Philippe, et toute la famille est décédée. Ça a été pour moi un choc vraiment violent. C'était pas le premier, il y avait déjà eu un incendie juste à côté, là où nous sommes, rue Gabriel Péry, où on a vu aussi... j'ai plus le nombre en tête de personnes qui étaient décédées, mais il y avait eu des décès à cette occasion. Ça, on peut pas juste être dans de la communication. Voilà, moi c'est ça que je déplore aujourd'hui. Quand j'étais député, j'ai porté le dispositif du permis de louer. S'il est rentré dans la loi, on l'a fait en commission. J'essaie d'être un minimum humble, donc ce n'est pas moi qui l'ai fait tout seul, c'est pas vrai, c'était une œuvre collective. J'étais le premier signataire de l'amendement dans lequel ça a été intégré dans la loi, mais je salue le travail de mon ami Daniel Goldberg, qui était à l'époque le rapporteur de cette loi Allure, qui a permis que ça se fasse, Cécile Duflot, avec laquelle on a vraiment été une grande ministre du logement, avec laquelle on a très très bien travaillé sur tous ces sujets, ainsi que sa successrice Emmanuelle Cos, qui est celle qui a pris les décrets d'application, qui ont beaucoup traîné, forcé de le reconnaître. Mais les décrets d'application, ils ont été pris en 2016, et à Saint-Denis, on a mis bien 2 ans à l'appliquer derrière. Pierrefitte l'a fait bien avant, par exemple. Je ne dis pas que tout va mieux à Pierrefitte par rapport à Saint-Denis, c'est pas ça. Mais je dis juste que si on veut ne pas être que dans la communication, il faut aussi derrière tirer les conséquences. Aujourd'hui, est-ce que monsieur le maire sortant, celui qui n'a pas été élu là, monsieur Russier, il nous annonce que si il est élu, il va élargir ce dispositif du permis de louer. Alors peut-être pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que c'est juste le permis de louer en un mot? Le permis de louer, c'est de soumettre un certain nombre d'immeubles, un certain nombre de rues, un certain nombre de quartiers à un dispositif préalable, une autorisation préalable de mise en location. Vous êtes propriétaire,
avant de louer, vous devez faire en sorte qu'un un inspecteur de la mairie passe chez vous, dise ce logement est conforme. En l'occurrence, on l'a assis sur le décret de 2002, qui est le décret qui réglemente le logement indigne, pas insalubre, hein, parce que l'insalubrité c'est une problématique beaucoup plus précise, mais l'indignité du logement, on est sur une définition un peu plus large, un décret qui date de 2002. Donc, il vérifie si finalement le logement il est conforme à un moment donné à ce décret, à ces dispositions légales qui le rendent compatible à la mise en location. En fait, donc, ça veut dire que c'est un dispositif de prévention. Parce que le marchand de sommeil, celui qui a le couteau entre les dents, lui, de toute façon, il est hors des clous, il est déjà en situation d'illégalité aujourd'hui, et donc de toute façon, je veux dire, honnêtement, c'est un autre dispositif légal qu'il faut enclencher. Voilà, là, il faut taper dur, voilà, entre guillemets, quoi. Et il y a plein de problèmes, et c'est pas facile. Mais c'est pas là-dessus que moi, justement, les reproches que je fais à la mairie, parce que ça, on est de l'ordre de la réponse pénale. Et honnêtement, c'est pas le maire qui fait la réponse pénale. Le problème du logement indigne, c'est comment est-ce qu'on, excusez-moi le terme, comment est-ce qu'on ferme le robinet. Et c'est pour ça qu'on a construit le permis de louer. C'est pas pour les grands méchants, c'est pour toute la zone grise, pour le logement qui n'est pas encore indigne, pas encore insalubre, mais qui pourrait y basculer. Voilà. Et donc cette démarche de prévention, pour pouvoir la mener à bien, il faut des hommes et des femmes. Il faut de la matière humaine, de la richesse, des inspecteurs de salubrité qui vont aller visiter les appartements, qui vont connaître, etc. C'est pour ça que moi je pense que c'est pas une bonne idée d'étendre le permis de louer à toute la ville. Parce que pour faire le permis de louer, il faut pouvoir avoir les capacités humaines pour visiter l'ensemble de ces appartements. Aujourd'hui, vous l'élargissez à toute la ville. Honnêtement, ça va faire une surcharge de travail incroyable. Et là, je m'adressais à vos auditeurs. Je l'ai dit sur France 3 l'autre jour. Vous savez combien il y a d'inspecteurs de salubrité à la ville de Saint-Denis qui sont en charge et de faire les rapports sur l'insalubrité de votre logement qui peut vous donner droit à un DALO et qui administre le permis de louer pour une ville de 115 000 habitants? Non, je n'ai aucune idée. Il y en a 3. 3 qui sont en poste. Sur le papier, il devrait y en avoir 7. Monsieur le maire m'a dit 8, mais j'ai vérifié, c'est 7 depuis. Déjà 7, ce ne serait pas suffisant. Mais en fait, en poste, aujourd'hui, il y en a 3. Donc, évidemment, on se moque du monde quand on pense que c'est 3 personnes qui vont pouvoir, à un moment donné, visiter l'ensemble des logements. Si le logement n'est pas visité dans le mois, il est réputé louable. En fait, c'est pire, du coup. C'est pire parce que vous allez pouvoir, pour le coup, le marchand de sommeil, le grand méchant, il va le mettre, personne ne lui répond, et au bout d'un mois, il a le coup de tampon de la mairie parce que personne n'a eu le temps de passer. Donc, et on ne peut pas demander à 3 personnes, honnêtement, d'abattre ce boulot-là. C'est pas raisonnable. Donc, je l'ai une proposition très concrète, parce que la meilleure manière de lutter contre le logement insalubre, c'est d'abord de connaître dans le détail voilà, chaque rue, chaque immeuble, chaque patrimoine, et avec un côté évolutif. Donc oui, on doublera les effectifs des inspecteurs de salubrité pour les passer de 7 à autour d'une quinzaine. Et comment on fait pour lutter contre les marchands de sommeil? Déjà en connaissant mieux son patrimoine et en étant, voilà, en agissant étant de manière implacable. Après, il y a une réponse pénale, honnêtement. Il y a une réponse pénale, à l'évidence, mais il faut faire respecter les arrêtés d'insalubrité, les arrêtés de péril qui ne sont pas... Il y a des arrêtés de péril qui sont pris depuis 15 ans et sur lesquels il ne s'est rien passé depuis. Donc oui, il faut quand même qu'on agisse plus là-dessus et il faut qu'on offre des solutions. Surtout, je vous dis, c'est ça la priorité, pour arrêter que des immeubles basculent dans l'insalubrité. On a par exemple proposé, et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter lors d'un débat qui aura lieu avec l'association des copropriétaires, de M. Fridge, qui organise un débat jeudi prochain. Nous, on a proposé de créer, via Pleine Commune Habitat, un syndic d'intérêt général. Pas un syndic public, hein. Enfin, je veux dire, donc il répondra aux règles de concurrence, il devra, voilà, il y aura des tarifs, il devra être équilibré. Le but, c'est pas de vous dire votez pour nous et votre syndic vous coûtera 0 €, messieurs, dames. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'avoir aussi une alternative à un moment donné pour que quand une copropriété qui en honnêteté se retrouve pris au piège avec un syndic véreux, qu'on puisse lui proposer une alternative. Et on l'a vu, c'était le cas à Pleyel, par exemple, dans un certain nombre d'immeubles, où un propriétaire véreux se mettant en cheville avec un syndic organise l'insalubrité, le passage dans l'insalubrité pour rendre les biens invendables, pouvoir tout racheter après à une bouchée de pain
et à la fin des fins, au bout de 4-5 ans, quand ils ont grignoté petit à petit, faire une très très belle opération en détruisant tout, et là faire le banco, passez-moi l'expression, dans une opération de promotion immobilière. Bah ça, oui, il faut le dénoncer, et oui, il faut agir contre. Et sur les logements sociaux, d'ailleurs, je voudrais avoir votre avis sur... il y a beaucoup de logements sociaux dans la ville de Saint-Denis, donc du coup, c'est pour savoir si vous êtes vous préférez qu'il y en ait plus, ou qu'il y en ait moins, ou que ça reste comme tel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis contre les totems. Je suis contre le fait de dire qu'il faut faire 40% de logements sociaux dans toutes les nouvelles opérations de manière systématique, sans voir si c'est bien ou pas bien, sans voir si, sans regarder la typologie du logement social déjà existante, etc., etc. Donc ça, nous, on essaiera d'être dans une approche beaucoup plus pragmatique en termes de cas par cas. La question c'est, est-ce qu'il y aura plus de logements sociaux à la fin de mon mandat qu'au début? La réponse est oui. Bon, je vous dis ça parce que M. Russier et ses sbires n'arrêtent pas de répéter sur les réseaux sociaux que je veux détruire les logements sociaux. Donc je vous dis, ce n'est pas vrai, c'est même faux, un mensonge de plus. Donc oui, nous construisons des logements sociaux. En volume, en tout cas, il y en aura plus qu'au début du mandat, ça c'est une certitude. Voilà. Après, on ne sera pas dans une idéologie de principe de dire il faut 40%, sinon, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe, etc., etc. Dans certains cas, il y aura 40%, dans certains cas, peut-être même à certains endroits, dans certaines zones, peut-être même un peu plus, on ne sait pas, on verra. Et dans d'autres, il y en aura aussi moins, parce que je crois dans cette notion de l'équilibre. C'est ça qu'il nous faut à Saint-Denis, c'est qu'on soit une ville beaucoup plus équilibrée. Aujourd'hui, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le cas. Et puis, puisque je sais que ça doit discuter et réagir sur les réseaux sociaux, j'imagine. Vous savez, je veux aussi dire qu'on oublie un peu trop souvent plusieurs choses. C'est qu'il y a plusieurs typologies de logements sociaux. Voilà, quoi. Et donc, je pense que même au sein du logement social, il faut qu'on se donne les moyens de construire des parcours dans le logement social, dans les différentes catégories du logement social. Et puis, je préfère qu'on construise ces petites unités de logement social, plutôt que de construire... comme on va encore le faire à Pleyel, là, dans le village olympique, des grandes barres de logement social, ou comme on l'a fait à Confluence, où je vous invite à aller les voir, quelques mois après leur livraison, où la dégradation est déjà amorcée. Parce qu'on les a construits à la va-vite, probablement avec peu de moyens, et qui sont aujourd'hui de qualité quand même, qui ne tiennent pas très bien, quelques mois après leur livraison. Donc moi, je veux essayer de ne pas reproduire les erreurs du passé. Je ne pense pas que c'est en concentrant... la pauvreté sur une petite zone donnée que les choses elles fonctionnent, mais justement on veut essayer d'organiser mieux les choses, notamment sur le logement social, plutôt en visant des petites unités. Ce qui nous permettra de faire ça en ne cherchant pas à multiplier à tout prix les nouvelles opérations, déjà de rénover le logement social existant. Parce qu'aujourd'hui, c'est insupportable et intolérable, vraiment, la qualité du logement social à Saint-Denis. Dans Pleine Commune Habitat, qui dépend directement de nous, et chez les autres bailleurs sur lesquels il faudra être beaucoup plus ferme que ce que n'est la mairie actuelle. Alors, vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné, mais ce que je vois, c'est que Logirep, dans le 92, ils ne mettent pas 3 semaines quand il y a une panne d'ascenseur à arriver. Voilà. Que quand il y a quelqu'un qui fait pipi dans une cage d'escalier, c'est dans l'après-midi que c'est réglé. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, et je pense que vos auditeurs qui habitent dans ces quartiers, dans ces résidences, ils peuvent voir que tel ou tel bailleur, bien connu de tous et toutes, n'a pas la même réactivité ici à Saint-Denis qu'ailleurs. Donc moi, je l'ai dit, honnêtement, les bailleurs qui ne respectent pas leurs obligations, eh bien, on ne les autorisera pas à construire de nouvelles opérations tant qu'ils ne se mettent pas en disposition d'entretenir, comme il se doit, leur propre patrimoine. Donc on mettra d'abord l'accent sur la rénovation, d'abord l'accent sur l'entretien du patrimoine actuel, plutôt que d'être dans la course en avant au toujours plus de construction. Je ne peux pas ne pas, si vous me laissez encore un mot sur le sujet du logement. Il n'y a pas de souci, de toute façon, on a encore d'autres questions. Bon, très bien. Parce que quand même, le problème de Saint-Denis, aujourd'hui, un des problèmes, c'est ce que moi j'ai essayé de dire dans mon programme, c'est aussi sur la stabilité des personnes. Il faut donner envie aux gens de rester. Et ça, c'est pour moi le premier problème. Pour pouvoir faire la ville équilibrée, en fait, il faut donner envie aux gens de rester. Et je pense qu'on est dans le cœur du problème. Voilà, cette envie, ce plaisir d'être en ville, ce plaisir urbain. Aujourd'hui, on a un taux de propriétaires occupants, par exemple, à Saint-Denis, qui est catastrophique. Il est presque 2 fois inférieur, pas à la moyenne nationale, à la moyenne départementale de Seine-Saint-Denis.
où on a aujourd'hui entre 22 et 23% de propriétaires occupants à Saint-Denis. Bon, c'est évidemment pas une bonne chose. Parce que c'est toujours bien, moi je suis copropriétaire, hein, honnêtement, je me bats, et quand j'ai vu arriver là, parce que quelqu'un a racheté un des appartements, et j'ai vu qu'il allait habiter là, j'étais plutôt content, parce que sinon avant je me sentais un petit peu esseulé. Et c'est jamais la même chose, on le voit l'investissement, quand c'est là où vous habitez, ou c'est là où vous louez à quelqu'un, quoi, je veux dire, quoi, concrètement. Donc là c'est pareil, là c'est bien qu'on ait aussi un petit peu d'équilibre, qu'on ait un peu d'équilibre dans tout ça. Et donc ça, on essaiera de favoriser ça. Aujourd'hui, il y a des opérations, je l'avais dit à mon précédent meeting, hein, comme l'immeuble qui se construit en ce moment même, qui sera livré en 2021 à Pleyel, dans lequel la mairie aura, privé complètement, mais où la mairie aura aussi le tour de force avec le promoteur, à faire en sorte qu'il y ait zéro propriétaire occupant dedans. Zéro. Tout a été vendu à des investisseurs locatifs. Écoutez, moi je ne sais pas comment ils font, mais je connais plein d'autres villes, y compris communistes, qui se débrouillent pour que dans ce genre de cas, bizarrement, quand il y a 60 personnes qui doivent acheter, il y en ait 50 qui viennent de la ville, quoi. Voilà. Bizarrement. Voilà. Mais moi, j'ai quand même franchement l'impression que à Saint-Denis, on n'a pas envie de faire ce travail-là. Voilà, pour faire en sorte que les gens ils s'ancrent dans la ville et qu'on préfère, quitte à avoir du logement privé, avoir des locataires plutôt que des propriétaires qui habitent. Dernière chose, puisqu'on parle de propriété, il y a un autre point sur lequel, excusez-moi, on est vraiment en dessous de tout, c'est l'accession sociale à la propriété. Voilà. On est vraiment, je ne sais pas les classements, mais vraiment on est loin d'être dans les premiers de la classe, hein, si je peux me permettre l'expression. Voilà. Et là-dessus, on est quand même sur un dispositif qui normalement doit aider les classes moyennes, les catégories populaires qui gagnent un peu plus que les autres, en étant très loin d'être riches quand il y a un prix très élevé au mètre carré à Saint-Denis et ailleurs. L'accession sociale à la propriété, c'est le dispositif qui permet à ces catégories de personnes d'acheter. Voilà, je veux dire, moi j'ai plusieurs personnes dans mon équipe qui ont pu acheter grâce à l'accession sociale à la propriété à Saint-Denis, mais il y en a trop peu. Donc là, nous on mettra l'accent, et je le dis, il y aura dans toutes les nouvelles ZAC, il y aura au moins, vous notez bien, c'est que moi je ne fais pas des trucs maximum, je fais des trucs minimum, au moins 10% d'accession sociale à la propriété. Nouvelle question dans le logement, il y a beaucoup de questions, les internautes qui sont déchaînés en ce moment. Quel est votre positionnement concernant le projet en rue des Francs-Moisins ? Le projet en rue des Francs-Moisins. Écoutez, je pense que cette histoire a été gérée à l'inverse du bon sens dès le début. Voilà. Honnêtement, on a mis les gens dans une forme d'insécurité. D'insécurité émotionnelle d'abord, d'insécurité sur leur devenir, qui est absolument intolérable. Alors la mairie a beau s'abriter d'ailleurs en disant c'est pas moi, c'est l'OJIREP, ce qui n'est pas forcément faux que l'OJIREP n'ait pas joué le jeu, mais enfin à un moment donné c'est quand même à la mairie de garantir qu'il y a un processus digne de ce nom, et de mettre les points sur les i. Parce que si en fait la mairie a écouté M. Russier et M. Proult, en fait ça sert à rien, c'est pas nous, c'est les autres. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a envie de leur dire, si vous n'avez pas envie de le faire, arrêtez, faites autre chose. Mais oui, la mairie, ça doit pouvoir à un moment donné imposer, y compris à un bailleur, la manière de faire. Sur le fond des choses, moi je vous dis, je ne suis pas opposé au projet en rue. Voilà, sur le fond des choses. Parce que je ne crois pas que c'est une bonne chose qu'on ait un quartier comme les Francs-Moisins, on soit un quartier 100% de logements sociaux, y compris de logements sociaux souvent pour les personnes les plus en difficulté. Ça produit beaucoup de choses qui sont derrière compliquées à gérer, sur la mixité dans les écoles, le collège, les commerces, toutes ces choses-là. Donc ça a été un grand progrès, les Francs-Moisins, quand ça a été créé, ça a remplacé un bidonville. Mais je veux dire, on ne peut pas toute la vie se dire que c'était un grand progrès il y a 50 ans et que donc du coup on ne touche plus à rien. Moi je suis désolé, le B4 ou les autres bâtiments, pour y aller régulièrement, on ne peut pas dire qu'ils soient d'une très 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 belle tenue, je veux dire, aujourd'hui. Donc moi je ne suis pas du tout opposé au projet, au principe du projet. Après je vous le dis, je pense que ça a été extrêmement mal géré et que ce sera une des priorités que moi je ferai si demain je suis maire, ce sera de garantir à chacun et à chacune
la sécurité sur son parcours résidentiel, sur le fait que très vite, il sache ce qui va se passer pour lui, voilà, ou pour elle. Voilà, et qu'il sache quand les choses se feront, où est-ce qu'elle ira, est-ce qu'elle pourra revenir après, est-ce qu'elle ne pourra pas revenir, est-ce qu'elle le veut, est-ce qu'elle ne le veut pas, mais que d'un point de vue individuel, l'ensemble des personnes soient sécurisées sur leur parcours. Et ça, je veux que ça soit fait avant qu'il y ait les premiers coups de pioche ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est indispensable et que ça soit fait maintenant le plus vite possible parce qu'on ne peut pas rester dans cet entre-deux dans lequel on est aujourd'hui qui met tout le monde en inquiétude de manière inutile. Beaucoup de personnes parlent de préemption abusive, donc j'aimerais avoir votre avis en la matière. Il y a beaucoup de questions sur le logement, en tout cas, manifestement. Oui, non, mais c'est tout à fait. Écoutez, moi, je suis très tranquille là-dessus. Je me suis exprimé. La mairie de Saint-Denis actuellement. Alors maintenant, on a l'impression qu'ils se cachent, qu'ils assument plus ce qu'ils ont fait, etc., etc. Mais oui, pendant des années, elle a mené en place, elle a une politique de préemption abusive, de préemption illégale d'ailleurs. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il fut un temps, il l'assumait. Jusqu'encore il y a peu, il l'assumait. Je rappelle que M. Russier avait fait un tract pour se glorifier qu'ici à Saint-Denis, les prix dans l'ancien n'avaient augmenté que de 8%, alors qu'à côté, ils avaient bondi. Bah oui, s'ils ont augmenté que de 8%, c'est parce qu'ils ont fait de la préemption, clairement. Donc, bon, bah écoutez, je veux dire, et parce que peut-être aussi, il y a un petit sujet sur la qualité de vie. Bon, ça, c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas se glorifier de ce genre de choses à un moment donné. Mais oui, vous avez tous, autour de vous, il y a eu des cas d'ailleurs qui ont été relatés par le collectif Stop Préemption, que je veux saluer, qui fait un très bon travail d'alerte sur le sujet, qui est à l'évidence, mais qui ont été publiés, je crois, dans le journal de Saint-Denis même. Puis je suis sûr qu'autour de vous, mesdames et messieurs, vous en avez entendu parler, vous avez forcément eu un voisine qui a essayé de vendre son appartement dans l'ancien sans que la municipalité ne soit intervenue à quelque niveau que ce soit au moment de l'achat précédent, voilà, et qui là vient dire, bah non, vous ne pouvez pas vendre, sauf à vendre en dessous de telle somme. On est dans le surréalisme le plus complet. 2 personnes, il n'y a eu aucune intervention publique, aucune. Une personne A propose un truc, une personne B est d'accord. Mais qu'est-ce que la puissance publique vient faire au milieu de tout ça ? Honnêtement. Là, s'il y a eu de l'argent public, c'est pas pareil. Si, par exemple, s'il y a eu, on est sur un logement neuf, voilà, et que la mairie s'est battue avec les promoteurs en offrant le foncier pour vraiment très peu cher, donc en renonçant à une recette, par exemple, bah oui, là, je pense qu'on peut travailler sur des sortes de clauses non spéculatives pour faire en sorte que vous puissiez pas le revendre 2 ans après en faisant 50 000 € de bénéfices de fait sur le dos des habitants, s'il y a eu un effort de la puissance publique. Donc là, ça me paraît, en tout cas, intelligent de travailler sur les dispositifs autour de ça. Mais quand il y a eu 0 intervention de la puissance publique, quand c'est juste une relation sous seing privé entre 2 personnes qui sont d'accord, c'est aberrant de dire je vais préempter par rapport, parce que c'est trop cher, dans une logique de contrôle des prix, et en prenant en compte uniquement un truc, c'est le prix au mètre carré. Si vous avez fait dans votre appartement, si vous avez tout rénové, si votre appartement c'est une œuvre d'art, bah, il vaut un peu plus cher que si vous avez rien fait dedans, quoi, je veux dire quoi. Et ça, le prix au mètre carré, il ne le voit pas. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a besoin, qu'on est dans un pays libre où en fait les gens ils sont grands et ils ont le droit de dépenser leur argent comme ils veulent. Et ben ça, moi je veux le redire clairement, on mettra fin à toutes ces pratiques illégales et abusives. On va parler maintenant d'éducation. Comme vous savez, il y a un peu un exode. Il y a beaucoup de familles qui décident de mettre leurs enfants dans les écoles privées au détriment de l'école publique pour plusieurs raisons, soi-disant parce que les profs ne sont pas toujours présents, les conditions de travail ne sont pas forcément les mêmes aussi, on va pas se mentir, mais malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de mettre son enfant dans l'école privée. Donc déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de l'école publique actuelle ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre l'éducation au cœur de la politique municipale, même si on sait que c'est un thème national. Bon, c'est pas qu'un thème national. Pour le coup, on est pour moi, et moi en tout cas dans ma philosophie, on est des partenaires de l'éducation. Moi, c'est toujours comme ça que je me suis considéré quand j'étais vice-président en charge de l'éducation, et demain la mairie le sera. Je comprends pas d'ailleurs que le maire
uniquement parce que les syndicats disaient que c'était mal, ait refusé de rentrer dans le dispositif des cités éducatives. Je veux dire, on a renoncé à une recette de plus de 100 000 € juste pour des questions d'idéologie. Hein. Parce que, en fait, ça voulait dire quoi, les cités éducatives? C'était faire travailler ensemble les écoles avec leurs collèges de secteur et avec la mairie au milieu qui devait faire le lien. Et pour ça, on avait des recettes, plus de 100 000 €, je crois que c'est 110 000 de mémoire, par an. C'est quand même pas tout à fait rien, mais apparemment, la mairie avait candidaté dans un premier temps. Actuel, il y a eu un ramdam des syndicats qui ont dit Blanquer c'est pas bien, et résultat, du coup, on a renoncé. Bon, moi je vous dis, c'est pas une bonne manière de travailler. Comment est-ce qu'on peut redonner confiance à ceux qui ont perdu confiance dans l'école publique? Comment est-ce que, pour ceux qui font le choix de l'école publique, et ils ont raison de le faire, parce qu'on a des grands professionnels de qualité, et moi je n'ai jamais pensé qu'un prof qui était jeune, c'était un moins bon prof, je vous le dis honnêtement. Souvent même, je pense qu'il est plus attentif aux évolutions de la vie. Il est plus en phase avec exactement, voilà. Donc, comment est-ce que nous, on peut aider, à un moment donné, tous ces professionnels de l'éducation? Nous, on a fait quelques propositions sur l'éducation, modestement, mais qui visent justement à renforcer l'école publique à Saint-Denis pour essayer de convaincre un maximum de personnes qu'il faut faire le choix de l'école publique à Saint-Denis. Voilà. Mais les convaincre positivement. Moi, je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à ceux qui font soit le choix de mettre leur enfant dans le privé, ils ont le droit, c'est légitime, s'il n'y a rien de plus important que les enfants. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ne s'y retrouvent pas, s'ils pensent que ça ne va pas bien pour leurs enfants, ou que de fait, les choses ne marchent pas, eh bien, ils ont raison de chercher une autre solution. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien de plus important que vos enfants. Tout le reste, là, c'est du blabla, excusez-moi. Voilà, quand j'entends les uns et les autres derrière des grandes incantations, non, la réalité, c'est que chacun a le droit de penser ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Même chose pour ceux qui font le choix de mettre leurs enfants à Paris. Et y compris, s'il y en a pour lesquels, par exemple, c'est plus près de leur travail de les mettre à Paris, c'est très bien. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un pays libre encore. Hein, donc, c'est important de le rappeler. Mais moi, positivement, je veux donner le meilleur à nos écoles pour pas que les gens ils se sentent contraints de mettre leurs enfants à Saint-Denis, mais pour qu'ils aient envie de les mettre. Et c'est ça, tout le pari qu'on veut mener. C'est pour ça qu'on a proposé, par exemple, de mettre de l'anglais dans toutes les classes dès la maternelle. Et ça serait fort, parce que Paris ne le fait pas, par exemple. Les autres départements autour ne le font pas. Même les autres villes de Seine-Saint-Denis ne le font pas. Si on arrive, ce pari-là, dans toutes les classes, 1 heure d'anglais, ça sera un vrai signal que oui, on peut donner le meilleur à tous et aux francs-moisins, comme à la Plaine Saint-Denis. Voilà, ça sera la même chose pour tous. Ça sera un droit universel qu'on créera. Parce que moi, je veux faire de Saint-Denis une véritable cité linguistique. Les langues, c'est un potentiel qu'on a qui est incroyable. On a des gamins qui partent souvent spontanément avec les différences culturelles, au moins 2 langues, des fois 3. Voilà. Et donc, ils ont plus de capacité que les autres, par exemple, à apprendre une langue de plus. Parce que quand on parle de langue, on apprend plus facilement une 3e. C'est prouvé. Et donc, l'anglais, pour ça, qui est une sorte de support obligatoire demain pour l'insertion professionnelle, eh bien là, ça jouera ce rôle-là. Et tous ceux qui y ont été acclimatés dès le plus jeune âge, quand ils arrivent au collège, ils ont beaucoup plus de facilité à l'apprendre en vrai, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire avec la grammaire et tout le reste, quoi. Donc ça, première chose. Deuxièmement, on fera aussi des parcours éducatifs, artistiques et culturels dans les centres de loisirs. Aujourd'hui, la qualité de l'encadrement dans les centres de loisirs, honnêtement, elle est trop variable d'un centre de loisirs à l'autre. Voilà. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une sorte de garantie minimale de service public. On a des choses très bien qui se passent dans certains parce qu'on a un directeur de centre de loisirs extraordinaire, ou une directrice, pardon. Et quand ce n'est pas le cas, quand on a des personnels pas formés, inversement, qu'on a pris comme on a pu à la fin parce qu'il n'y avait pas de projet ambitieux, eh ben, on a, excusez-moi, plutôt quelque chose qui s'apparente à de la garderie. Ben, ça, c'est pas possible. Nous, on créera une sorte de socle commun de programmes pédagogiques pour nos centres de loisirs dans lequel il y aura des parcours éducatifs, artistiques, culturels et sportifs qui seront créés. Grosso modo, pour le dire, essayer de simplifier, sur les 4 soirs du centre de loisirs, il y en a 2. Un qui sera consacré au sport, un qui sera consacré aux activités culturelles et artistiques.
On l'a chiffré, ça, parce que faut pas qu'on vous dise que c'est la hotte du Père Noël non plus. Hein. Sur les parcours artistiques et culturels, ce sera un budget quand on sera, parce qu'on va pas le construire non plus en 5 minutes. Hein, ça va mettre 1, 2, 3, 4 ans à s'incrémenter petit à petit. Mais quand on sera en rythme de croisière, on sera sur un chiffrage qui est entre 200 et 250 000 euros, par exemple. Bien sûr, dans ce cadre-là, on veut aussi faire, vous l'avez peut-être reçu le petit dépliant dans vos écoles et sinon vous l'aurez dans les jours qui suivent, on veut faire la cantine gratuite pour tous. Alors j'insiste sur le pour tous, Dan, parce qu'il y a eu beaucoup de calomnies qui ont circulé ces derniers jours qui visaient à dire qu'on allait faire la cantine gratuite, mais seulement pour les riches. Voilà, vous voyez, c'est passé que d'abord que la cantine gratuite c'est un cadeau aux riches et finalement, vu qu'ils ont quand même compris que ça marchait pas trop comme argument, c'est de dire que maintenant on allait exclure les pauvres de la cantine. Bon, tout ça c'est extrêmement, évidemment, absolument faux. Je ne peux pas le dire plus clair. Donc, ça sera un droit universel à la cantine gratuite. Tout le monde, il n'y aura personne qui sera refusé de la cantine. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on ne va pas le faire en septembre 2020. Parce que pour faire la cantine gratuite, il y aura une augmentation. Il faut préparer. Il faut voir le processus de production qui est aujourd'hui, honnêtement, tout centralisé sur un seul endroit, la production, dans la cuisine avec un grand L. Centrale, ouais. Honnêtement, pour toutes les écoles, c'est comme ça qu'on produit des repas de bonne qualité. Moi, je ne crois pas. Je vous le dis. Donc, à terme, ça ne sera plus le cas. Mais donc, il va falloir qu'on anticipe si on a 10, 15, 20% d'augmentation. Eh bien, il faudra des personnels en plus. Donc, il faut le temps qu'on les redéploie au sein de l'administration. Il faudra réorganiser peut-être sur un service, 2 services. Tout ça, ça s'anticipe. Et donc, on commencera la cantine gratuite en septembre 2021. Si on arrive à le faire pour tout le monde en septembre 2021, on le fera, c'est mon objectif. Si on n'a pas réussi à adapter complètement le process en 1 an et demi, on fera en 2 temps, septembre 2021 les maternelles et septembre 2022 le reste des élémentaires. D'ailleurs, vous en pensez quoi des plats végétariens et si oui, sur quelle fréquence vous comptez mettre ça en place? On l'a dit dans le programme, au moins 2 fois par semaine. Et d'une manière plus générale, moi j'aimerais, dans la cantine que je rêve, mais après vous savez, il y a la cantine que je rêve, puis il y a la cantine qu'on a aujourd'hui, hein, qu'on devra quand même repartir de l'existant. Mais dans la cantine que je rêve, c'est une cantine aussi où les enfants ils peuvent avoir le choix entre 2 menus pour travailler sur le goût, pour travailler sur la nutrition, pour travailler sur les choix alimentaires des uns et des autres. Et ça me paraît extrêmement important. Tout en faisant ça, tout en respectant la question des équilibres alimentaires. Pourquoi, je veux juste vous dire 2 mots quand même sur la cantine gratuite, pourquoi est-ce que nous on y croit et on y croit énormément? Combien il y a d'enfants qui mangent à la cantine aujourd'hui? À Saint-Denis, il y en a beaucoup, hein, je sais plus. Il y a 55% à peu près. Ah oui. C'est beaucoup et finalement pas tant que ça. 55%. Pourquoi est-ce que les 45 autres pourcents ils y mangent Ils pas? n'ont pas les moyens. Essentiellement, moi tout ce que j'entends, en tout cas c'est une histoire d'argent Oui. quand même. C'est pas parce que la cantine elle est mauvaise, même si bon certains trouvent qu'elle est pas assez bonne, mais c'est pas parce que si, c'est pas parce que ça. C'est essentiellement une histoire d'argent. Voilà, donc c'est bien que c'est un blocage. Quand on regarde, j'aurais dû vous ramener le graphique, c'est bête, je l'ai oublié de le prendre. Mais quand on regarde aujourd'hui qui fréquente la cantine, la très grande majorité, c'est-à-dire on va être sur je crois du 80%. Des gens qui le fréquentent, c'est des gens qui gagnent moins de... Enfin, c'est des classes moyennes. C'est des gens qui gagnent 1 400 euros par mois. C'est des gens qui gagnent 1 700, 1 800. Parce que quand on gagne 2 fois 2 000 euros dans un couple avec 3 enfants, on est riche à Saint-Denis? Non, honnêtement, on n'est pas pauvre. Hein. Il y en a qui sont en situation de pauvreté. Mais de là à dire qu'on est riche, ce qu'a dit M. Russier et ses amis, parce que quand il dit que je fais des cadeaux aux riches en proposant la cantine gratuite, ben, c'est quand même à tous ceux qui payent la cantine aujourd'hui qui dit que vous êtes riches. Vous êtes riches, donc vous payez. Et ceux qui sont vraiment les pauvres, entre guillemets, ceux qui sont à 0,15, bah oui, ok, très bien. Enfin, excusez-moi, moi je n'aspire pas à ce que tout le monde soit dans la misère. Je pense qu'au contraire, il faut aider aussi les classes moyennes dans notre pays. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est parce qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient et qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Eh bien, la cantine gratuite, elle répond à ces gens-là aussi. Elle dit, voilà, bah, nous, on veut aussi s'occuper de vous, qui travaillez et qui ne bénéficiez jamais d'aucun avantage. Ben voilà, là, clairement, j'ai perdu le micro.
j'ai perdu le micro, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais clairement, la cantine gratuite, elle s'adresse à ces classes moyennes qui sont aujourd'hui en difficulté. Au-delà de cet aspect, entre guillemets, de mesure sociale, la cantine gratuite, comme je le disais, notre objectif, c'est que ça soit surtout un droit. Parce que moi, quand les gens me disent c'est pas juste que la cantine soit gratuite, je leur réponds pourquoi vous pensez que l'école, ça devrait être payant? Parce que oui, l'école, c'est gratuit, ça paraît normal à tout le monde. La santé, c'est gratuit, presque, pas complètement, enfin presque gratuit dans notre pays. Eh bien voilà, je pense que la cantine, c'est la même chose. La cantine, le temps de la pause méridienne, plus globalement, il faut que ça devienne un temps qualitatif, un temps qui participe à la construction du futur citoyen. C'est quoi le temps de sociabilisation collective aujourd'hui, où les gamins ils peuvent apprendre à parler entre eux, si c'est pas le temps de la cantine, où ils peuvent apprendre les bonnes habitudes alimentaires, si c'est pas la cantine, où on peut leur parler nutrition, où on peut leur parler de plein de choses, et surtout sur la socialisation. On a un des problèmes quand même de Saint-Denis, c'est qu'on a un certain nombre d'enfants, d'ados, qui n'ont pas les notions qu'il faudrait de savoir-être en société. Eh bien oui, sur ce temps de la cantine, on peut travailler là-dessus. Et moi, je souhaite qu'on puisse le faire. Et c'est pour ça que je veux qu'il y ait un maximum d'enfants qui mangent à la cantine. Et c'est sûrement pas pour, comme les calomnies habituelles de M. Russier, on fait en sorte qu'il y en ait moins, parce que j'aimerais pas les pauvres dans la vie, quoi. On a été un peu pris par le temps, donc là on va parler un peu d'emploi et des JO. Donc je suis un peu prolixe, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, mais on parle tellement. Il est quelle heure? On ne s'en rend pas compte. Ah oui, effectivement. On a un petit peu dépassé, mais j'avais oublié de dire qu'il y avait les prolongations. D'accord. C'est pas très grave. Donc, du coup, on va parler des JO de 2024. Comme vous le savez, dans 4 ans, la France organisera les Jeux Olympiques. La prolongation, ce sera le deuxième tour, il faudra refaire un deuxième débat. Ah bah, on n'y est pas encore, mais chaque chose en son temps, mais c'est noté. Comme je vous le disais, il y aura les Jeux Olympiques dans 4 ans en région parisienne, notamment sur notre territoire à Saint-Denis. Donc on aimerait savoir, est-ce que vous pensez que ces JO seront une aubaine pour l'emploi des jeunes sur notre territoire? Mais je l'espère. Je ne vais pas vous dire mieux, c'est qu'il faut que ça le soit. Il faut qu'il y ait un avant et un après JO. Si honnêtement les JO c'est une super fête, qu'on met un bon coup de banderole partout, c'est magnifique, ça brille, etc. Et que derrière, il n'y a rien qu'à changer, je pense que ça sera raté. Si les JO, ça se résume à un peu plus de béton qui a coulé pour faire une piscine, c'est très bien une piscine. Une route qui est refaite, c'est très bien. Mais le béton, ça ne change pas la vie des gens. Voilà. Donc, c'est une opportunité. Une opportunité pour changer les choses. Et ce n'est pas une opportunité. C'est la plus belle des opportunités, la plus grosse des opportunités, parce que c'est des milliards d'euros. On ne se rend pas compte. Moi, je sais, j'arrive pas à mesurer ce que c'est 1 milliard. Alors, plusieurs milliards. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de le mesurer en quoi? Mais c'est dur. Hein. Si on le mesure en collège, par exemple, un collège, ça coûte quoi? Ça coûte 25 millions d'euros un collège. Donc 100 millions d'euros, 4 collèges. Donc 1 milliard, c'est 40 collèges d'un coup. Voilà. Donc, vous voyez, et il y en aura plusieurs. Donc tout ça, on a du mal à le percevoir. Mais donc tout ça, ça va créer des opportunités parce qu'il y a ce qui va être investi directement, ça c'est à peu près lancé, c'est en train de se faire. Puis il y a la dynamique qu'il faut qu'on arrive à créer autour de ce projet. Une dynamique positive, une dynamique vertueuse en libérant un peu de l'énergie pour qu'il y a plein de gens de Saint-Denis en particulier qui vont avoir des idées sur des trucs à faire, notamment autour du sport. Moi, j'ai discuté, par exemple, il y a j'espère qu'il ne m'en voudra pas de citer son projet, mais quelqu'un qui est venu me voir il y a un an et demi de ça, le projet s'est pas fait, ou pas encore, peut-être qu'il se fera demain, qu'il avait d'ailleurs été primé par un dispositif local, je ne sais plus si c'était Pleine Commune Promotion ou un dispositif du type Nos quartiers ont du talent ou quelque chose comme ça, sur un projet qui était de dire on va voir les JO, pourquoi est-ce qu'on n'animerait pas le bassin de la Mal-Tournée avec un dispositif de wakeboard? Vous savez, le wakeboard, c'est le truc où on peut faire une sorte de surf sur une petite vague comme ça, et du coup, ça peut se faire à la mer ou ça peut se faire tirer par un treuil. Mais ça, c'est une idée géniale. Et d'abord, il y a un endroit où ça peut s'animer, et puis ça peut créer, et ça crée de l'emploi. Ça crée immédiatement 3, 4, 5, 6, 7 emplois qui n'existaient pas. Avant que ça arrive, il y avait 0, et là, il y a un plus 7. La probabilité que ce monsieur, s'il fait son truc de wakeboard, ou un autre, peu importe, c'est pas le wakeboard la question, il recrute localement, elle est beaucoup plus importante. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on arrive à travailler au mieux sur préparer
nos habitants à être en capacité à répondre à ces potentiels emplois, peut-être à avoir eux aussi les idées, parce qu'on fait quand même pas beaucoup de choses pour aider à la création d'entreprises pour les jeunes du territoire. Moi, je veux le dire, et là-dessus, nous, on a des propositions très concrètes, notamment sur la mise à disposition de locaux avec un hôtel d'entreprise, etc., etc. Mais indépendamment de ça, il faut aussi faire des formations, mettre le paquet avec le département, avec la région, pour créer un dispositif sur les formations, sur les métiers de l'hôtellerie, de l'accueil, sur tous les métiers relatifs, on a parlé déjà, mais aux langues et tout ça, et sur les métiers du sport. Enfin, si on ne voit pas que là, il y a quand même un enjeu énorme et qu'il faut sortir, excusez-moi, l'artillerie lourde et changer un peu de braquet, on n'a rien compris. Nous, on l'a dit, on financera au moins 1000 parcours de formation pour les personnes en insertion. Parce que c'est bien de parler des jeunes, mais les jeunes, souvent, ils sont dans des cycles de formation quand même, malgré tout. Même s'il y en a qui peuvent parfois être en échec, mais il y en a aussi qui sont dans des cycles de formation. Mais par exemple, ceux qui sont les anciens jeunes, qui ont plus de 25 ans et qui n'ont plus de formation et qui n'ont plus, aujourd'hui, qui sont au RSA, bah oui, il faut aussi s'occuper de cela. Et donc cela, moi, je veux qu'on mette en place des dispositifs de formation courte, de formation qualifiante, qui fait que en 2 mois, vous avez une compétence de plus que vous pouvez valoriser sur le marché du travail. D'ailleurs, il y avait une charte qui avait été signée il y a quelques temps entre les entreprises de la Plaine Saint-Denis et la mairie. Ouais. Donc, elle a été signée, c'est bien, mais on voit que ça ne bénéficie pas forcément aux Tunisiens. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit vraiment réel, pas qu'une signature fictive? D'abord, moi, je ne pense pas que c'est fictif, complètement. Pour être tout à fait honnête avec vous. Comme ça permet, je ne vais pas faire de la démagogie. Il serait tellement facile de venir vous dire et de dire oui, non. Non, mais c'est bien les chartes, il faut les faire. Est-ce qu'on a des entreprises qui ont toutes, qui sont de mauvaise foi, qui veulent pas, qui font exprès d'eux, etc. Je ne le pense pas. Je pense qu'en plus, elles essayent de respecter les obligations qu'elles ont signées dans la charte et que d'ailleurs, souvent, elles respectent à peu près ce qu'elles ont mis dedans. Mais ce qu'il faut interroger pour moi, c'est la nature du développement économique. C'est que quand vous faites venir un Orange, SFR, quand vous faites venir des sièges sociaux, en fait, le siège social, il vient, c'est pas de la création d'emplois, contrairement au wakeboard de tout à l'heure. C'est du déplacement d'emplois. En fait, l'emploi, il y a déjà des gens qui l'occupent. On ne va pas demander aux gens de venir, de régler finalement un problème urbain et en même temps de virer 1000 mecs pour prendre 1000 de Saint-Denis. Vous comprenez que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. C'est de faire des petits quotas. Oui, mais des quotas, en fait, les quotas que vous faites, ils ne pourront jouer que sur le remplacement. C'est-à-dire que quand il y a monsieur un tel ou madame un tel qui partira de son poste qu'elle occupe, de là, pouvoir espérer que Mais là, on parle de ça. Il y a quand même peu de mobilité dans les sièges sociaux, ou alors ils font dans les entreprises beaucoup de mobilité interne pour les emplois qui vont au siège. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. La possibilité que l'emploi rejaille sur le territoire, quand vous êtes sur une PME qui a 20 et qui, si son idée elle est bonne, elle va passer à 40, 50, 60 salariés, elle est 10 fois plus gigantesque. Alors sur une, ça compte pas. Parce que, ça compte pas, ça compte toujours, mais je veux dire, ça n'a pas un impact. Mais si vous mettez le paquet sur l'accueil de PME, que vous n'en avez pas une, vous en avez 100, là, on commence à parler différemment. Là, on commence à parler en milliers d'emplois derrière qui sont créés et qui ont une potentialité à rejaillir sur le territoire beaucoup plus grande que quand on a un SFR, un SNCF, Generali ou je ne sais quoi encore. Mais pour ça, il faut créer les structures pour le faire, pour accompagner la création d'entreprises pour les jeunes du territoire, pour accompagner l'accueil des PME. Pour leur dire, ici, vous serez bien, ici, on va tout vous faire. Bon, ça veut dire qu'aussi, il faudra faire un peu de travaux, parce qu'on ne peut pas vouloir mettre le paquet sur le développement économique et avoir des connexions Internet aussi mauvaises que ça à la Plaine Saint-Denis. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, et donc, il faudra aussi adapter toutes ces offres-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de louer des 5000 m² de bureaux que 350. Hein. Enfin, ce qui est dur de trouver aujourd'hui, c'est des petites unités comme ça pour des PME qui ont besoin de se démarrer. Et puis moi, je réfléchis à des dispositifs innovants avec les PME, par exemple. Ok, on fait un hôtel d'entreprise. Vous venez dans l'entreprise, votre entreprise, elle existe, vous venez d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas, là pour le coup, à du concret, du sonnant, du trébuchant? Vous venez vous installer, pour chaque nouvelle personne que vous prenez de Saint-Denis, il y aura une réduction sur votre loyer. Si c'est dans l'hôtel d'entreprise de pleine commune ou de la ville. Donc on a le droit de le faire, on est chez nous, donc on peut le faire. Il y a une sorte de vrai donnant-donnant, pas juste de... voilà. Là, pour le coup, je trouve que le facteur impact,
il est beaucoup plus important. C'est sur les dispositifs comme ça aussi qu'on veut réfléchir et qu'on construira demain et après-demain. On va passer au mot de la fin, parce qu'on a été un peu pris par les événements, on a été pris de court, c'était un peu trop... Moi j'ai un mot de la fin aussi, j'aurais le droit ou pas de faire un bah, mot de la fin? justement, c'est le mot de la fin là. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Aux Dionysiens, ils vous écoutent. Alors, je voudrais m'adresser aux Dionysiens en disant que moi d'abord je voudrais remercier les organisateurs de ce débat. Parce que c'était d'abord très bien organisé, ça se fait dans de très bonnes conditions. J'espère que ça a été regardé et suivi. Ça a été suivi, hein, vous inquiétez pas. On a eu on verra. de retour. Mais moi, ce que j'ai fait pendant la campagne, je vais pouvoir le faire demain. Et je ne l'ai pas dit aux organisateurs, donc je vais vous le dire en direct en premier, mais je vais faire ici une proposition qui n'est pas dans mon programme, mais que je vais rajouter dans mon programme. C'est que demain, si je suis élu maire, au moins une fois par an, je viendrai faire cet exercice dans les principaux groupes Facebook de la ville, ou pas que Facebook d'ailleurs, hein, ça pourrait être autre chose, parce qu'il pourrait y avoir d'autres plateformes qui se développent depuis, mais je veux dire, dans cette logique de questionnement direct, où au-delà de nombreuses réunions qu'on fera avec les élus pour venir à votre rencontre plusieurs fois dans l'année dans différents quartiers, qu'il puisse y avoir des moments comme ça, une fois, peut-être 2 fois par an même, où le maire il puisse répondre à toutes les questions. Alors pas à toutes, évidemment il faudra une modération parce que sinon après on est noyé, mais enfin vous avez compris en tout cas le sens de la démarche avec lequel vous puissiez interagir via les réseaux sociaux, y compris si vous travaillez, que vous ne pouvez pas vous déplacer le soir aux réunions, que vous êtes une personne âgée et que vous n'aimez pas sortir le soir. Toutes ces choses-là pour qu'on multiplie ces espaces de dialogue pour qu'on retrouve de la confiance, que vous retrouviez de la confiance dans vos hommes et vos femmes politiques. Et en tout cas, je prends cet engagement dans le cadre de nos engagements de démocratie directe, de démocratie locale, de reconquête justement de la confiance de nos concitoyens. Et j'espère que cet engagement avec les autres vous donnera envie d'aller voter le 15 mars pour, si vous êtes convaincu par notre programme, nous donner les moyens de l'appliquer et au moins pour nous laisser la chance de faire différemment de ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'une chose est sûre, c'est que si nous ne gagnons pas, ça sera Monsieur Russier qui repassera, et si Monsieur Russier repasse, on sait ce qui nous attend, c'est-à-dire la même chose qu'aujourd'hui, en moins bien, je le crains. Merci à vous, Monsieur Hanotin, d'avoir répondu à notre invitation. Et étant donné que c'est la dernière de ce café débat pour les élections municipales, on tenait à remercier tous les candidats qui ont répondu favorablement à notre invitation. Luna Emel, Damien Martineau, Georges Sali, Bali Bagayoko, Philippe Julien et bien évidemment Monsieur Hanotin. On espère que vous avez bien apprécié ces moments, on espère qu'on a pu un peu vous éclairer et on espère que, tout simplement, allez voter le 15 et le 22. À très vite. Merci. De rien.